Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Bien. Vous avez fait combien, vous? C'est parti, là. On est à l'antenne. Bonjour tout le monde. Bon, voilà, on est en pleine discussion déjà avec Jean-Baptiste Rivoire et Régis Le Sommier, et Sarah Daniel va être bientôt avec nous. Exactement. Alors, Sarah Daniel est bientôt là. Alors, bonjour à tous. Pour ce face-à-face, nous accueillons aujourd'hui Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, cofondateur du média Off Investigation et membre de la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et documentaires et auteur de L'Élysée, les oligarques contre l'info aux éditions Les Liens qui libèrent. Avec nous également Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du média Omerta, grand reporter et ex-directeur adjoint de Paris Match. Vous avez également publié cette année La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin. Et Sarah Daniel qui est avec nous. Bonjour, grand reporter à l'Obs et auteur de Iran, la révolte verte aux éditions Erol. Alors écoutez, on est très heureux de vous avoir tous les trois. D'abord parce que vous êtes des journalistes de terrain, et je rappelle que le journalisme est d'abord un journalisme de terrain, il faut le dire. C'est très bien d'éditorialiser, c'est très bien analysé, c'est très important aussi de décrypter. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas les bons et les mauvais, mais enfin, il n'est pas mal d'avoir des gens qui, comme j'ai beaucoup vu, je ne suis pas le seul, vous savez, sur un certain nombre de télévisions, on voit des médecins de plateau, des généraux de plateau, des colonels de plateau, qui quelquefois n'ont pas vu la guerre depuis 10 à 15 ans, mais alors, et des experts aussi, mais enfin bon. Eh bien là, avec ce qui se passe aujourd'hui, et vous le savez, je ne vous apprends rien, vous savez mieux que moi, Jean-Baptiste Rivoire, Régis Le Sommier et Sarah Daniel, qu'il y a entre le public et les journalistes, en général, et d'ailleurs c'est infondé, mais souvent ce n'est pas fondé, des fois oui, une espèce de méfiance de ceci, de cela, enfin. On va en parler, mais on va surtout parler, je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe dans les narratifs. Les narratifs politiques, les narratifs Covid, on a vécu le Covid, aujourd'hui Russie-Ukraine et toutes les conséquences, les narratifs effectivement de la crise, l'essence, etc. Et on voit ceci et on a l'impression qu'il y a vraiment deux discours. Il y a le discours d'un certain nombre de personnalités, d'individus qui vont sur le terrain, qui analysent, qui disent écoutez, voilà ce qu'on a vu et voilà ce qu'on interprète. C'est ça aussi le journalisme, hein. On ne va pas rappeler les grands ancêtres, mais enfin quand même. Et puis d'autres qui, effectivement, qui ont aussi leur carte de journaliste, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire aujourd'hui, et qui tranchent, et qui donnent des informations, et qui ne donnent pas d'informations, qui justement... Et voilà. Et donc, Jean-Baptiste Rivoire, vous avez le média Off Investigation, votre livre, l'Élysée et les oligarques contre l'info, va paraître en poche début novembre. Et vous, Régis Le Sommier, vous lancez le 16 novembre prochain un média justement, Omerta, journaliste d'investigation, le 16 novembre, et on peut s'y abonner à 4,99 €, c'est ça. Et vous, à votre Off Investigation, on peut s'y abonner aussi? On peut s'abonner, 5 € par mois, on est un peu plus cher que Le Sommier. Et 1 centime, ça va, vous n'aurez pas une concurrence terrifiante. Et Sarah Daniel, l'Obs, ça va, il existe déjà, on peut s'y abonner aussi, mais il y en a déjà pas mal. Alors, je voudrais déjà commencer peut-être par vous, Jean-Baptiste Rivoire. Au fond, pourquoi il y a cette espèce de... Quand vous le sentez, et avec des exemples, cette espèce de désamour entre effectivement une grande partie des auditeurs, je dis pas que ça n'existait pas avant, mais aujourd'hui, on sent une espèce, on l'a vu dans toutes les études des politologues, une espèce de désamour, de méfiance, voire plus, entre le public et le journalisme. En fait, vous avez un phénomène qui est pas tout nouveau, mais enfin qui s'est quand même accentué en France ces dernières années, c'est que vous avez 5 ou 6 personnes, gros industriels, dont le métier n'est pas de faire de la presse, contrairement à ce qui se passe en Allemagne ou ailleurs, qui contrôlent 95% des marques d'information privée françaises. Mmh. Bon, moi je pense qu'à un moment donné, quand des gens qui ont beaucoup de moyens prennent le contrôle de titres, de marques d'information, dont la crédibilité a été construite pendant des années grâce à des journalistes qui faisaient du super boulot, quand ces gens prennent le contrôle de ces marques, au fond, pour exercer une influence soit sur l'opinion, soit sur les politiques, soit carrément pour défendre leur business, ça finit par abîmer la crédibilité de ces marques. Alors, ça va un temps, ça va un peu, puis quand ça devient un peu trop caricatural et quand ça concerne surtout une écrasante majorité des marques privées d'infos, il y a un moment donné, le public commence à se dire, mais attendez, qui me parle, quoi? C'est l'industriel qui défend son business ou c'est quelqu'un qui est honnête et qui me donne les vraies infos? C'est une vraie question. Donc maintenant, la majorité des Français ont compris que cette question se posait.
Elle s'oppose également dans l'audiovisuel public, hein, puisque la légendaire indépendance de l'audiovisuel public est fausse, puisque il est financé par une redevance avec le gouvernement qui a la main quand même sur le budget, sur des pressions politiques, sur les nominations. Donc finalement, si vous voulez, c'est compliqué pour des puissants pouvoirs politiques ou économiques d'avoir des médias indépendants qui leur ruent dans les plumes. Et donc, depuis des années, ils ont pris le contrôle de quasiment toute l'information en France et les gens étouffent et ils s'en aperçoivent bien, quoi. Oui, on pourrait appliquer aux journalistes ce que disait Bertolt Brecht pour le peuple. Il disait quand le peuple maugréait contre le gouvernement décida de changer de peuple ou de dissoudre. Alors, c'est pour ça, Régis Sommier, que vous fondez Omerta, notamment. Vous avez tous travaillé, d'ailleurs, vous, Jean-Baptiste Rivoire, dans la presse, effectivement, dans la presse, et la télévision, Canal+, et Régis Le Sommier, Paris Match, etc. Au fond, vous partagez cette analyse ? Et moi, c'est une analyse, oui, qui est effectivement à laquelle je souscris. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a parfois une déconnexion entre les intentions des propriétaires de presse ou des propriétaires des médias et le besoin d'information du public, ça c'est évident. Donc moi, si j'ai fondé Omerta, c'est plus dans un désir de remettre au goût du jour, parce que je trouve que parfois, malheureusement, il est un peu oublié ou un peu mis de côté, le grand reportage et l'investigation. C'est-à-dire que la promesse éditoriale d'Omerta, elle est toute simple. Elle est qu'on va traiter de sujets, on peut en débattre, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec nous, vous pouvez regarder ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, on le fait en y allant. On le fait pas en étant. L'autre jour, je regardais sur un débat sur une chaîne d'infos en continu, je vais pas la citer, où il y avait. Vas-y, Régis. Allez, en l'occurrence, c'était LCI, où pendant un quart d'heure, il y avait quelqu'un qui nous expliquait la situation sur le front, et je me suis aperçu que cette personne était urologue. Et je me suis dit, je suis pas sûr que cette personne soit là. Alors peut-être qu'elle a acquis une expérience, peut-être qu'elle a des connaissances. En tout cas, je ne critique pas le fait d'avoir une connaissance livresque des phénomènes, je ne critique pas le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir lu, etc. Mais je dis qu'en allant sur place, on en sait un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. Et donc l'idée derrière le média, c'est ça, c'est de dire on va sur place, on essaie de parler à tous les gens. Voilà ce qu'on a vu, et puis voilà. Et voilà. Et ensuite, après, débattons, et après, peut-être faisons une émission avec des gens qui débattent. Voilà. Alors, Sarah Daniel, vous êtes aussi grand reporter, vous êtes là, vous avez parcouru, comme vos collègues, divers champs du monde. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a une espèce de rétrécissement, disons, de la marge de manœuvre, Sarah Daniel? Non, moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, en tout cas, je suis pas d'accord avec Monsieur Rivoire, parce que quand il dit que c'est nouveau, c'est pas nouveau. Les journaux ont toujours été possédés par des grands groupes, par si vous vous souvenez, R100, enfin, et puis même si on remonte encore plus dans le temps, Zola, quoi, et Balzac, Les Illusions perdues, on voit bien que les journalistes étaient inféodés, que parfois ils faisaient même du chantage. Enfin, c'était beaucoup plus grave finalement que maintenant. On a retrouvé peut-être une sorte de vertu qui est limitée par les personnes. Hein. Peut-être parfois il y a des personnes qui sont des journalistes particuliers qui n'ont pas l'éthique nécessaire. Mais moi je dirais qu'on a gagné beaucoup en fait en déontologie. Ce qui change en revanche en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus justement, et notamment chez les jeunes journalistes, d'idéologues. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de culte du fait et de culte du reportage et des choses vues, comme ce que moi j'ai toujours été habituée à faire, et j'ai été élevée dans cette philosophie-là. Mais qu'en revanche, on devient partisan. On est de droite ou de gauche, on est woke ou complotiste. On fait passer ses lunettes avant la réalité, quoi. C'est ça. Absolument, absolument. Et la réalité devient une opinion comme une autre. Oui, mais alors justement, et je vous pose la question à tous, à vous trois, c'est que quand même, il y a quelque chose qui a frappé, et qui nous frappe, c'est que si on prend deux narratifs ces 2 dernières années, le narratif Covid, le narratif santé et le narratif Russie-Ukraine, pour ne prendre que ces deux-là, on pourra en prendre d'autres, mais parlons de ces deux-là parce qu'ils nous occupent quand même depuis au moins plus de 2 ans.
il y a quand même une impression, en tout cas qu'ont beaucoup, à tort ou à raison, qu'il y a eu une doxa dans énormément de journaux, que ce soit de journaux, de radio, de télévision. Je ne parle pas des réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Mais parlons de ça, on a l'impression que pratiquement 80%, pour être indulgent, je dirais, étaient sur les mêmes positions. Rappelez-vous l'histoire des vaccins, rappelez-vous, et même aujourd'hui, par exemple, c'est intéressant, l'Obs dit Poutine la bombe humaine, et je ne défends rien. Je dis simplement qu'on a l'impression que la guerre Russie-Ukraine, les rôles étaient distribués depuis 1 an et demi. Zelensky, c'était Churchill, et Poutine, c'était Hitler. Hein. Grosso modo, c'était ça sur un certain nombre de gens. À tort ou à raison, je dis pas que c'est faux. Je dis simplement que qu'est-ce qui vaut cette espèce de doxa assenée, martelée, filmée, répétée? Régis Le Sommier. Non, moi, ce qui m'accable dans certains faits, c'est que quand on va sur le terrain maintenant, on est attaqué. Oui, peut-être le terme idéologue est assez intéressant parce que on est attaqué. On a vu des choses, on les raconte sans pris parti. On raconte une réalité. Moi, il y a deux choses qui m'ont troublé. Hein. L'autre, très récemment, il y a eu une frappe sur un checkpoint du côté de Zaporizhzhia. Qui est le seul checkpoint d'ailleurs. C'est presque à la frontière, non? Enfin, c'est entre les deux, entre la zone russe et la zone ukrainienne et l'Ukraine. Et il y a environ 400 voitures qui ont le droit de passer d'un côté par jour et 400 de l'autre. Et ce checkpoint, j'y suis allé et il a été frappé quelques jours plus tard par une frappe. Ouais. La rhétorique que j'ai découverte, c'était de me dire oui, ce sont des conscrits qui fuient les zones russes pour ne pas pour pouvoir échapper à la conscription décrétée par Poutine, les conscrits russes qui fuient la. Voilà. Ouais, donc ça, c'était ce qui était écrit. Et moi, j'ai passé du temps sur ce checkpoint et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui partaient, c'était plutôt des gens qui revenaient côté russe et c'était essentiellement des gens qui revenaient à Mariupol. Parce qu'à Mariupol, il n'y a plus de combat, la ville est entièrement détruite, je l'ai visité, et en fait, j'ai discuté avec ces gens, et ils me racontaient que bon, voilà, ils ont trouvé refuge en Ukraine, et que là, ils repartaient. Et je l'ai écrit, et je me suis rendu compte que les gens n'en avaient rien à faire, en fait, que je continuais d'être attaqué, pour dire que finalement, voilà, je donnais une explication, je donnais un témoignage direct. Et ben non, voilà, c'était quelque chose qui n'allait pas dans le sens de ce qui avait été écrit auparavant ou scénarisé. Et donc il fallait forcément dire que c'était en fait tous les anciens soldats qui voulaient pas servir dans l'armée de Poutine qui fuyaient du côté ukrainien. Or en fait, c'était pas le cas. Donc cet exemple-là m'a frappé. Il y a aussi l'exemple, j'ai vu un éditorialiste ce matin, pour le coup je vais pas le citer, qui prétendait que les Russes évacuaient Kherson pour commencer à séparer les enfants des familles. Enfin voilà, on était, ça y est, dans un scénario à la Drancy. Et en réalité, ce qui se passe, moi je me suis rendu à Kherson. À Kherson, les 2/3 de la population sont déjà partis. Ils ont quitté la ville au début du conflit. Une partie est en Ukraine et une autre partie est d'ailleurs en Europe. C'est des gens, donc les 2/3 des 220 000 habitants ne sont plus là. Il reste quoi? Il reste 80 000 habitants. J'ai discuté avec ces habitants. Ce sont en général des personnes fragiles, âgées, qui n'ont pas pu partir, qui manquent de tout dans cette ville. Dans cette ville, mon hôtel, par exemple, c'était le seul point d'eau dans le quartier. Il n'y avait pas d'eau. Donc tous les jours, vous aviez des gens qui faisaient la queue pour remplir des bidons d'eau. Donc les conditions sont terribles à Kherson. Et là, j'apprends, oui, alors en fait, c'est des Ukrainiens que les Russes préemptent et sur lesquels ils vont faire un tri pour envoyer des enfants en Russie. Enfin, ce genre de truc. Voilà. Donc là, oui, il y a des combats, ils évacuent la ville et les repositionnent de l'autre côté du Dniepr, c'est tout. Oui, Sarah Daniel. Est-ce que je peux intervenir? Oui, je suis d'accord avec vous. Ça s'appelle la propagande de guerre. Ça existe depuis très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est en effet, moi aussi, j'ai vécu plein de choses où j'ai dû corriger, mettre des bémols à des journalistes qui sont souvent des journalistes de télé d'ailleurs et qui viennent et qui font les choses trop rapidement, et aussi à une simplification parce que ces guerres sont des guerres complexes. Il y a pas, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a pas. Mais enfin,
malgré tout, même si malgré tout, moi, ce que j'ai quand même vu, c'est quand même une grande majorité de crimes de la part de la Russie. Mais en même temps, je suis du côté ukrainien. Mais ce qui m'intéresse, c'est, Régis Le Sommier, vous en tirez quoi comme conclusion, là, de ce que vous avez vu et de ce qui a été mal rapporté? Non, mais j'en tire comme conclusion que la plupart, enfin, qu'une bonne partie des gens dans ce conflit se retrouvent parfois d'un côté ou de l'autre, ou sans l'avoir voulu, parce que les circonstances les ont fait rester, parce que ils avaient une personne handicapée dans la maison, parce que voilà, et que attribuer une situation où on voit, les pro-russes d'un côté, les pro-ukrainiens de l'autre, c'est ce que je reproche, c'est ce manichéisme a priori. C'est-à-dire que, et ce que nous explique le terrain, et vous le savez bien, Sarah Daniel, ce que nous explique le terrain, c'est que les circonstances, la vie, les choses sont pas si et qu'il y a évidemment d'énormes zones de gris, et c'est à nous d'expliquer et à nous d'essayer de faire comprendre ça. Ce que j'ai journaliste. Justement, je voudrais juste demander à Jean-Baptiste Rivoire un peu son avis, parce que c'est vrai que c'est la complexité, c'est pas le manichéisme, c'est pas blanc et noir. Je reviendrai d'un mot un peu à qui contrôle l'info, parce que je suis désolé, mais je pense que c'est important. Moi, ce que j'ai constaté au cours des 3 ans d'enquête pour le bouquin l'Élysée et les oligarques contre l'info, et c'est une tendance un peu lourde, c'est qu'au fond, ces grands industriels qui contrôlent aujourd'hui 95% des marques d'information privées françaises, un de leurs objectifs, au fond, donc c'est de contrôler l'info, et donc c'est d'empêcher les journalistes de nuire, quand même. C'est la première chose, c'est la première raison pour laquelle ils contrôlent ces rédactions. Et ça passe par 2 choses. D'abord, on fait une réduction des coûts, on vire des journalistes. Souvent, on commence à nous dire « Ah, mais le reportage de terrain, c'est quand même cher. Il faut prendre des avions, payer des hôtels. » Alors, ouais, c'est sûr, c'est juste notre boulot. Donc, en fait, il y a de moins en moins de terrain. On prend des éditorialistes de plateau, des chroniqueurs, tout ce que vous voulez, qui habitent Boulevard Saint-Germain. Bon, super, je suis un peu d'accord avec Le Sommier là-dessus. Et il y a un deuxième genre journalistique qui pour moi est majeur, qui est également extrêmement coupé en ce moment, c'est l'investigation. Enfin pardon, c'est extrêmement vrai à la télé, mais c'est vrai aussi ailleurs. Alors certes, ça coûte cher, on vous sort 250 raisons, enfin ouais, mais c'est juste le métier, quoi. Donc en gros, le terrain, la vérification, l'investigation, c'est les premières choses qui vont souffrir avec ces grands industriels, dont le but n'est pas de faire de l'information et de développer de l'information de qualité. Sinon, ça se saurait, et c'est pour ça que tout un tas de journalistes de talent quittent finalement ce système. Moi j'ai été obligé de sortir de Canal quand Bolloré est arrivé. Bon, le Sommier, je sais pas dans quelles circonstances il est sorti du groupe Lagardère, mais on est obligé de sortir parce que si on veut faire un métier, il faut le faire. Il faut le faire ailleurs, quoi. Après, ça pose une question clé, hein, c'est que quand on sort de ce système, de ce que moi j'appelle le système des oligarques, qui ont un avantage, c'est qu'ils nous payent bien. Ouais, bien payé dans ces systèmes-là. Moi, à Canal+, j'étais correctement payé. Mais quand on sort, il fait beaucoup plus froid. C'est plus compliqué. Et donc là, il y a un problème de, ok, alors comment on mettre un col roulé, Jean-Baptiste Rivoire. Ouais, mais moi, je suis pas spécialement macroniste. Non, mais voilà, comment on finance l'info? C'est une vraie question, quoi. Une vraie question. Et on va y répondre dans quelques instants, Sarah Daniel. On va y répondre dans quelques instants. Il faut absolument qu'on passe une petite page de pub et on revient avec nos grands reporters pour papoter autour du journalisme. Papoter, voilà. Je vous en prie. À tout à l'heure. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Jean-Baptiste Rivoire, Régis Le Sommier, Sarah Daniel, on discute effectivement qu'est le journalisme aujourd'hui, de quoi est-il le nom? Et Sarah Daniel a bien fait de rappeler les illusions perdues. C'est vrai qu'il y a toujours eu un journalisme, il faut savoir, il faut se rappeler le bourrage de crâne. Hein. Tout ça n'est pas nouveau. Mais il y a aussi effectivement ce dont parlait aussi Jean-Baptiste Rivoire, les problèmes économiques et autres. Mais alors, Sarah Daniel, terrain ou pas terrain, est-ce que c'est ça la question aujourd'hui? Sarah Daniel, est-ce que vous nous entendez? Ah non, elle ne nous entend pas. Oui, je vous entends. Ah oui, ça y est. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la ligne de clivage, à part effectivement les problèmes, ils sont importants économiques, financiers, mais est-ce que ça, le terrain ou pas le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore du terrain comme on le faisait au temps de Lazareff et de François, ou pas? À votre avis? Oui, non, mais c'est lié, c'est-à-dire que les problèmes économiques de la presse sont tels qu'on envoie de moins en moins de gens sur le terrain, que ça coûte cher, et donc on est aussi obligé de faire des reportages dans des conditions de moins en moins bonnes et de moins en moins longtemps. Et donc, évidemment, et vous avez aussi le problème de ces chaînes d'infos continues. Ça, je souscris tout à fait, où les gens qui sont sollicités, souvent, n'ont pas mis les pieds sur le terrain, ou ont des idées préconçues. Et nous, les journalistes de terrain qui intervenons sur ces chaînes, on n'est qu'une voix parmi une autre, parmi beaucoup d'autres.
Mais c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, parce que franchement, les journalistes de terrain, je ne dis pas qu'ils ne sont pas le monopole de la vérité, mais ils ont quand même le monopole de la vision, ils y sont allés. Moi je suis assez étonné qu'on renvoie dos à dos quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans le pays ou autre dont il parle, et des gens qui jugent et qui tranchent avec des gens, et on l'a vu encore une fois récemment, et on l'a vu sur les médicaments aussi. Moi je me rappelle très très bien d'un certain nombre de philosophes de comptoir ou autres qui parlaient de tel et tel épidémiologue et autres. Je sais pas, moi je ne suis pas médecin, j'y connais rien, je pose des questions. Mais qui tranchait, qui disait oui, tel c'est un bon, l'autre est un charlatan. Au nom de quoi et au nom de quelle connaissance? Il y a un problème là. Non, exactement. C'est qu'il faut vraiment aussi avoir le journaliste doit garder l'esprit ouvert. Il ne doit pas être un idéologue ni être partisan, parce que ça suffit même pas de passer beaucoup de temps sur le terrain. Si vous allez en Ukraine en ce moment, moi j'y suis allé beaucoup de fois là depuis le début de la guerre, enfin en tout cas 5 ou 6 fois. Ouais. Et donc, mais ça dépend de l'endroit où vous êtes. Ça dépend même dans une ville. Vous pouvez voir des choses totalement différentes. Donc il faut garder un esprit très ouvert et ne pas être d'un camp ou d'un autre. Et c'est vrai, l'esprit Jean-Baptiste Rivoire, est-ce que vous avez des exemples comme ça où, justement, par rapport à l'esprit critique et par rapport, je ne parle même pas des oligarques, mais de l'apport d'une direction en disant oui, mais ça on peut dire, ça on ne peut pas dire, parce que souvent on l'a tous eu, moi je suis aussi à Magalle, oui, mais ça peut-être pour le moment il ne faut pas le dire, ça peut-être on en parlera plus tard. Est-ce que c'est insupportable, enfin voilà, on a tous à certains moments fait ce genre de compromis, le seul problème c'est qu'au bout d'un moment la population s'en aperçoit, donc ça c'est quand même un piège mortel. Juste sur le double regard qu'évoquait Sarah Daniel, moi je me souviens juste d'un exemple. Juste avant que les émeutes pètent en 2005, vous vous souvenez de 2 mois d'émeutes majeures, de, je ne sais pas combien de millions d'euros de dégâts, des milliers de voitures brûlées, etc. Nous, on avait appris que ça chauffait un peu à Vaux-en-Velin. C'était juste avant l'affaire Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Ouais. Donc on y va, on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit des voitures de la BAC qui font un peu du safari le soir dans les quartiers, qui tirent au flashball sur les gamins qui s'enfuient au bas des immeubles. À l'époque, c'était Canal+, on avait un peu de moyens. Je demande à mon chef, est-ce que je peux y aller? Mais moi, je vais aller côté flic. Je vais demander une autorisation au mec de Sarko pour être côté flic. Bon, miracle, il nous la donne. Il nous aimait pas beaucoup, mais là, il nous la donne. Et je demande à un copain qui s'appelle Sadek d'aller côté émeutier. Bon, c'est con, on avait 2 caméras. Donc pendant 4 jours, on est 2 caméras. Moi, je suis avec les mecs de la BAC qui arrivent tous les soirs, toutes sirènes hurlantes et qui chassent les mômes. Et l'autre avec côté émeutier. Et l'autre était côté émeutier. Bon, je peux vous dire qu'on avait 2 points de vue assez différents, mais assez intéressants. Et donc, au bout de 5 jours, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 2 tournages, on mélange, et puis on comprend. C'est-à-dire que lui, je lui dis, mais vas-y, explique-moi pourquoi les mecs ils crament des voitures. Donc d'un coup, il me dit, en fait, c'est parce qu'il y a 5 jours, personne l'avait dit. 2 gamins sur un scooter se sont fait chasser par les flics qui les ont, alors ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, frapper, c'est une frappe, je savais pas ce que c'était en fait, les flics les cognent en bagnole pour les faire tomber. Un gamin est blessé, la cité se met en pétard, et elle dit on veut pas que ça se passe. Bon bref, ça n'est pas entendu, les gens ils se font pas leur boulot, personne n'est là, tout le monde dit oh là ça brûle, qu'est-ce qui se passe? Bon bref, donc juste pour dire que les 2 regards c'est super important, alors ça coûte un peu d'argent. Pardon, mais je reviens à ce que je disais, dans cette discussion finalement il y a un petit implicite qui est pas dit, mais on fait tous comme si au fond ces industriels qui contrôlaient la presse, leur but c'était de faire la bonne information. Mais est-ce que vous en êtes sûr de ça? Moi, je suis pas du tout sûr que leur objectif soit de faire de la bonne information. Sinon, ils enverraient des gens sur le terrain, ils mettraient de l'argent et on ferait de l'investigation. Alors, quel serait l'objectif alors? C'est un but d'influence. Quand vous êtes industriel du bâtiment, quand vous vendez des armes, quand vous faites tout à fait autre chose que de la presse, en France, si vous voulez avoir le président qui vous aide ou qui vous met pas des bâtons dans les roues, il faut avoir de l'influence. Et l'influence, les politiques pensent que c'est la presse. Alors, en vrai, les journaux sont pas forcément toujours aussi influents que ça, parce qu'ils décident pas forcément ce que les Français votent. Seulement, dans la tête des politiques, quand vous contrôlez Le Monde, Le Figaro ou Match ou quoi, moi, ils l'ont dit, les oligarques. On vous dit bonjour. Vous avez un rendez-vous à l'Élysée en 3 jours. Ouais. Les mecs qui possèdent pas un journal, ils attendent 6 mois pour voir un ministre. C'est ça la réalité. La pression. Oui, parce qu'ils ont accès aux politiques et que les politiques pensent qu'ils sont influents, donc les politiques sont gentils avec eux. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça, c'est pas l'intérêt de la presse, quoi. Mais d'où, on va en parler avec Régis Le Sommier, d'où la prolifération, et c'est une très bonne chose, justement des nouveaux médias online, des nouveaux médias il y a quelque chose qui se passe là-dessus qui est quand même très important. Ça n'enlève pas évidemment la valeur des médias traditionnels, mais là quelque chose, le nombre de sites qui se sont faits, alors très bons ou pas bons, il y a le meilleur et le pire bien sûr, mais est-ce que ça va jouer ça à votre avis, Régis Sommier? Le problème c'est que à partir du moment où on a sur les chaînes d'infos en continu ou sur certains médias entre guillemets mainstream comme on dit en anglais, qu'on a un petit peu toujours le même son de cloche, on a toujours un petit peu la même musique avec des JT qui se ressemblent énormément, etc. Les gens sont tentés effectivement d'aller voir. Alors
avec un piège aussi, c'est-à-dire qu'il y a un piège, c'est-à-dire où chacun va aller sur le média de sa propre sensibilité. Donc ça va en fait faire des sortes d'archipels, en fait, communautés, oui. Enfin. Et ça aussi pour la cohésion nationale, ou pour en tout cas l'opinion publique, je sais pas comment la définir, mais aujourd'hui elle est quand même très très vaste. Ça fait à la fois il y a du bon parce qu'il y a des choses qu'on peut voir qui mettraient énormément de temps à être diffusées, et puis aussi c'est la porte ouverte malheureusement à de la propagande aussi, parce que on le voit très bien sur les réseaux sociaux. Il y a une reprise d'informations absolument pas vérifiées. Moi je vous donnais deux exemples là tout à l'heure, mais ces exemples-là donnent un exemple d'information virale. Mais c'est des informations qui, je sais pas, il y a eu cette histoire du théâtre de Mariupol où très peu de journalistes sont allés sur place. Je crois que Liseron Boudoul y est allé, de TF1. Je crois qu'il y a eu ensuite d'autres journalistes qui ont pu y aller. Mais sur le coup, on sait, en fait, si vous voulez, entre les deux camps, c'était oui, c'est une fake news. Le camp ukrainien, c'était oui, il y a 600 personnes. Bon, au final, il y a un certain nombre de gens qui sont morts. Mais si vous voulez, là, cette information sur cette frappe sur ce théâtre qui a eu lieu, parce que moi je suis allé à Mariupol, j'ai vu ce théâtre et en effet, il y a une bombe qui est tombée dessus, mais le nombre de morts a été l'objet entre les deux camps d'une sorte de guerre d'information. Voilà, et là, le problème c'est qu'en fonction du camp dans lequel on est, et moi j'aime pas ce terme. Quand on est journaliste, j'aime pas on est dans un camp, on est dans un truc. On peut dire qu'on a une sensibilité. Je termine juste, Sarah. On peut dire qu'on a une sensibilité, on peut être effectivement plus avec l'un qu'avec l'autre, mais notre déontologie de journaliste nous oblige à regarder les faits d'abord et ensuite à pouvoir dire des choses éventuellement qui ne vont pas dans le sens des gens qu'on apprécie. Voilà. Sarah Daniel, vous voulez répondre? Non, mais parce qu'il y a un problème aussi en ce moment, c'est qu'on a l'impression que pour traiter justement d'un conflit ou d'une cause, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour les conflits en cours, il faut donner également la parole aux deux parties. Et surtout, il faut ne pas prendre parti mais position entre les deux parties. Mais d'abord, il y a quand même une chose qui est plus importante que ça, c'est la réalité. Et donc, si vous prenez le conflit ukrainien, moi, je vais vous dire, je suis allée à Izium et toute la presse avait fait écho de ces tombes communes, enfin de ces fosses communes. Oui. En fait, en enquêtant un peu, on s'aperçoit que c'est pas des fosses communes, que c'était des gens enterrés, que les gens ont été enterrés en effet parce qu'il y a eu aussi des gens, ils ont été tués par les bombardements pendant la guerre. Ça n'était pas uniquement le fait de torture russe. Mais ce qui n'empêche que dans le même temps, il y a eu un système mis en place par les Russes à Izium, qui était un système de torture organisé et très dur. Et donc voilà, il faut pas, c'est pas parce que on révèle quelques incohérences que tout d'un coup il faut mettre la part égale entre les Russes et les Ukrainiens. Et aussi les journalistes sont des hommes et des femmes comme les autres, et ils ont été totalement traumatisés. Et moi, j'en fais partie par les exactions épouvantables que j'ai pu voir à Boutcha. Et ça, c'était le fait des Russes. Donc les choses sont très complexes en fait. C'est ça qu'il faut rappeler, et surtout. Il ne faut pas non plus charger que les journalistes, il y a aussi finalement les gens qui s'intéressent aux news, les auditeurs, nos auditeurs. Il faut leur dire que c'est un travail important aussi de s'informer. Il faut lire un article jusqu'au bout, il faut pas zapper l'information et uniquement écouter les gens qui favorisent vos idées. Oui, et non, ça, c'est extra. On va en parler encore justement par rapport à ce que vous avez dit sur l'Ukraine et autres, après cette petite pause, et on reprend dans 2 minutes. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. On vous donnera également la parole à cette occasion au 0826 300 300 pour que vous puissiez poser vos questions à nos invités, Jean-Baptiste Rivoire, Régis Le Sommier, Sarah Daniel, 3 grands reporters d'exception. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la presse dans tous ses états, et les lecteurs et les auditeurs dans tous leurs états. D'ailleurs, c'est à eux qu'on va donner la parole maintenant. Alors, Absolument, on accueille tout de suite Laurent de Montpellier. Bonjour Laurent. bonjour Laurent, Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. on vous écoute Laurent. Eh bien, moi je voulais dire simplement par rapport au journalisme et à savoir ce que l'information qui nous est délivrée, c'est que là, pour la plupart des auditeurs, nous sommes en France, j'y suis moi maintenant, Oui. et nous n'en savons pas plus sur ce qui se passe que si nous n'y étions pas. Hein. Et là, je vous donne un exemple concret, on n'arrive pas à savoir le nombre de manifestants dans une manifestation. C'est pas la peine d'aller à Izium ou à Boucha pour savoir ce qui s'est passé. On ne sait même pas, quand il y a une manifestation dans n'importe quel domaine, le nombre de personnes. On n'en sait rien. Ah ben, Donc, selon la voilà, police donc, ou selon les manifestants, hein, c'est ça. Et voilà, et selon les journalistes aussi. Et selon les journalistes Et selon aussi. les Alors, journalistes, ouais. Voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé à Izium exactement, à Mariupol ou ailleurs? Non, c'est impossible. On ne sait que ce que nous vivons. Moi, je sais ce que je vis. Dans un entourage de quelques mètres, c'est tout. Et, Voilà. et pour le Après, reste, vous ne faites pas confiance aux journalistes ou à l'information, à ce que vous entendez? Pas du tout. Je Pas veux du dire tout. que je fais confiance à ce que la personne a vu. Mais est-ce que c'est macro ou micro? C'est ça la question. Déficit On n'en sait rien. d'enquête. Déficit d'enquête. Déficit d'enquête, oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, dit Jean-Baptiste Rivoire. En fait, oui, vous aimeriez avoir que les gens qui vous renseignent sont allés sur le terrain, qu'ils se soient dans une manifestation en France ou ailleurs, et qui vous disent, voilà, ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui s'est passé, bon, pour les grands traits, c'est une bombe explose. On voit bien que la bombe a explosé. Après, c'est l'enquête qui dit qui a fait quoi. Mais pour les événements de la vie courante, donc ce qui nous intéresse en France, vous avez une information parcellaire, tronquée, modifiée, orientée. Donc, vous prenez plusieurs médias, vous allez chercher dans ce qui vous intéresse, dans votre sensibilité. Et moi, je ne vais pas que là. Je vais à l'encontre de ma sensibilité, exprès pour voir ce qui s'est passé. Ouais. Pour essayer d'avoir une vue. Mais c'est très difficile, c'est très difficile. Alors après, qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous laissez tomber. Et Ouais, vous faites d'accord. votre vie. Et voilà. Et voilà, et vous dites l'info. Et oui, et oui. Putain, oui. Eh oui. Laurent, quelqu'un Oui. veut répondre Non, à Laurent Régis. Laurent, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on va dans des coins comme Izium ou Mariupol, comme vous dites, vous dites qu'on ne rapporte pas l'information, mais nous, notre seul intérêt, notre seul but, c'est de vous rapporter l'information. On va pas dans ces coins-là. Oui, pour faire du tourisme, On n'y va pas en par vacances, plaisir. on n'y va pas pour se faire plaisir ou on y va pour vous informer ou essayer de le faire le mieux possible. Alors, comme je l'ai dit, mais je vais le répéter, on ne sait pas tout en allant sur place, mais on en sait un petit peu plus que ceux qui n'y vont pas. Et le problème aujourd'hui, je crois, c'est ces gens qui n'y vont pas et qui vous disent ce qui s'y passe. Voilà. Et quand nous, on y va, on apporte modestement, parce qu'on ne peut pas tout savoir, mais on essaye d'apporter en tout cas une pierre à l'édifice. Et je comprends votre désarroi, mais en tout cas, croyez qu'il y a des journalistes honnêtes qui existent encore et qui font ce métier honnêtement. Oui, Laurent? Oui, je ne parle pas de malhonnêteté, mais je prends l'exemple. Je lis des articles sur des journalistes indépendants qui se trouvent qui sont pro-russes, qui se trouvent là-bas, comme Christelle Néant. Donc, elle lit des choses. Je prends, vous dites autre chose. Et alors, qui dit quoi? Qui dit vrai? Je n'en sais rien, moi. Je n'y suis pas. Et même si j'y étais, je ne verrai que dans mon environnement proche. Qu'est-ce que je vais voir sur cette guerre là-bas? Il y a un front de 1000 kilomètres. Qui voit quoi? Alors, Sarah Daniel, est-ce que c'est pas le paradoxe pas le paradoxe du spectateur et d'ailleurs celui du journaliste et du téléspectateur, comme on parle du paradoxe du comédien? Il y a un vrai problème de crédibilité là qui est posé et qui n'est pas facile. Après, oui. Non, mais je suis d'accord avec l'auditeur, c'est difficile. Mais justement, il a aussi un devoir d'identifier peut-être les journalistes plus sérieux que d'autres et les voix qu'il va entendre. Et puis, en effet, de croiser sans doute les informations. Mais voilà, on est tenté plutôt de croire qu'un journaliste qui a passé énormément de temps là-bas et qui n'est pas partisan, qui n'est pas comme vous parlez de cette journaliste et vous dites qu'elle est pro-russe. Oui. Voilà, moi je peux vous dire que je suis ni pro-russe ni pro-ukrainienne, que je l'étais pas quand la guerre a commencé et que je constate des choses. Maintenant, quand je vois un massacre ou des tortures, je suis obligée de dire qu'il les commet. Après, comme je vous dis, c'est très difficile. Et vous parlez d'une manifestation. Oui, mais moi, j'ai couvert beaucoup de manifestations. C'est absolument impossible, quand on est au cœur d'une manifestation, de dire combien exactement
il y a de manifestants. Jean-Baptiste Rivoire. Ouais, moi, ce que j'entends de ce que dit Laurent aussi, c'est un truc tout bête, c'est qu'on s'écharpe sur Mariupol et on ne sait pas combien il y a de manifestants à Paris ou en France. Enfin, ça raconte aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre boulot, c'est aussi, déjà, de comprendre ce qui se passe là où on vit, quoi. Je pense que c'est quand même assez important pour les gens qui nous écoutent, qui est un public massivement français. Alors après, l'international, c'est super. Hein. Vous allez beaucoup à l'international, je suis très content, c'est vachement bien, c'est important et tout, mais à un moment donné, il ne faudrait pas non plus négliger la France, quoi. Enfin, si je puis rajouter quelque chose, sur les manifestations, on a quand même pris l'habitude de prendre les chiffres de la préfecture et les chiffres de la CGT, et puis de voir un peu de faire la moitié, quoi. À peu près la moitié, et ce qui donne une idée à peu près exacte du nombre de participants. Merci beaucoup Laurent, et tout de suite on accueille Julien du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour mon cher André, bonjour à vos invités, bonjour Alain. Écoutez, très intéressant votre débat vraiment aujourd'hui. Je pense qu'on met le doigt sur un vrai problème, et qui est plus qu'un problème. Là, j'ai appris récemment qu'il y avait 2 chaînes YouTube qui sont des chaînes indépendantes d'information, celle de Nicolas Vidal pour Touch Média et celle de Xavier Adalbert pour François, qui ont été fermées et censurées par YouTube. Donc rien que ces chaînes-là, vous pouvez aimer, ne pas aimer, c'est pas le problème. Mais on voit bien qu'il y a quand même une censure immense en réalité de ces GAFAM, puisque en fait ce sont les Américains qui contrôlent tout ça et les filiales françaises qui s'exécutent. Et également, moi je vais vous dire, et j'ai même un journaliste, je ne donnerai pas son nom, c'est pas le problème, qui me disait qu'en réalité il y a une auto-censure dans tous les médias, télé, radio, presse, qui est énorme. Vous voyez, même en Allemagne, il y a plus de liberté. Je disais dans un média, dans un journal mainstream, Van der Leyen, la criminelle, en gros titre. À l'époque, il y a encore quelques années, vous aviez Sarkozy, le voyou de la République. Vous n'auriez jamais ça aujourd'hui avec Macron. Quand Didier Maistou, président de Sud Radio, a été entre guillemets viré comme un malpropre parce qu'il n'était pas dans la pensée mainstream et qui parle de soft fascisme, je le rejoins complètement. Il n'a pas été viré comme un malpropre, hein. C'est plus compliqué que ça. Les annonceurs ne devaient pas... Non. Excusez-moi, je connais bien la situation. C'est plus compliqué que ça. C'est pas un président d'annonceur. Et je ne vais pas la faire la cuisine de Sud Radio ici. C'est une émission spéciale. Mais voilà. Il y aura une émission spéciale, voilà. Mais voilà. Non mais André, je sais pas, voilà, vous avez raison, mais c'est tout ça pour dire que vous avez dans les médias aujourd'hui une censure et une autocensure immense sur les sujets. Vous avez des sujets interdits, par exemple l'Union européenne, on ne peut pas la critiquer, l'euro, on ne peut pas le critiquer. Dès que vous essayez de parler de l'OTAN, qui est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui on est quand même les caniches de Washington, il faut le dire, vous avez des personnalités invisibilisées. Je pense à François Asselineau, mais je pense aussi à Karl Zéro quand il s'agit de parler de pédocriminalité. Alors là, il faut surtout pas en parler. Donc aujourd'hui, le journaliste est congelé. Je pense que les journalistes, moi je les plains, je vais vous dire honnêtement, ils font un travail qui est très difficile. J'ai même une journaliste en off qui me disait sur une chaîne d'info en continu, on ne peut pas le recevoir, par exemple, pour parler de François Asselineau, parce que si on le fait, on sait qu'on aura derrière des problèmes et que ce ne sera peut-être pas dans la minute qui suit, mais il y aura des problèmes. Donc pour en terminer, le fait que 5-6 milliardaires possèdent 95% des médias mainstream, enfin, c'est digne honnêtement d'un pays, d'une dictature, d'une monarchie bananière. Je vais vous dire, non mais juste une chose, et ça on en a parlé, Jean-Baptiste Rivoire on en a parlé tout au long. Ce que je veux dire simplement, et pas pour corriger, mais n'oubliez jamais, et ça vraiment c'est le plus important, qu'il y a des journalistes qui font leur boulot, des hommes et des femmes qui font leur boulot, qui arrivent à faire passer beaucoup d'informations, et donc c'est ça qu'il faut voir. C'est pas le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais si on a convoqué les personnes que nous avons ici sur ce plateau, c'est qu'ils font leur boulot. Et il y en a d'autres aussi. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est ça qu'il faut suivre. Et votre devoir et votre responsabilité, à vous, c'est aussi de les suivre. Oui, Jean-Baptiste. Non, moi je suis quand même un peu d'accord avec lui, il faut décadenasser. Après, encore une fois, quand on sort du système, ça pose un problème de financement. Et moi j'admire, j'envie beaucoup Régis Le Sommier, parce que je crois que vous avez une vingtaine de journalistes qui vont partir sur Omerta. J'en ai une quinzaine, et puis une quinzaine de monteurs et de personnel qui les paye. On a levé 1 million d'euros et pour le moment il y a un unique actionnaire, mais il va y en avoir d'autres. C'est qui ? Il s'appelle Charles d'Anjou. D'accord. Voilà. Charles d'Anjou, basé à Moscou. Il a fait sa fortune dans la sécurité pour les grandes sociétés à l'international.
Et voilà quoi. Donc c'est lui qui a décidé de s'investir. Il a travaillé aussi avec Liseron Boudoul. Il vient d'écrire un livre sur Mariupol justement. J'espère pour vous que ce ne sera pas un nouvel oligarque. Je l'espère aussi, mais en tout cas non, il y a une grande liberté. Ce qui est assez important, c'est je pense, c'est d'arriver à avoir. Moi, j'y veille vraiment avec une attention particulière à ce qu'on puisse couvrir tous les sujets. Moi, il y a une chose dans le journalisme, il m'arrive d'enseigner et je te dis toujours à mes journalistes, il ne va pas y avoir d'endroit au monde où on doit s'interdire d'aller. Il ne doit pas y avoir de personnes à qui on ne doit pas parler. Oui, je voudrais une chose très importante, pardon, parce que c'est très important. Vous savez, il y a aussi la contradiction du capitalisme, comme disait quelqu'un. Moi, je suis très heureux que, par exemple, et j'aimerais qu'en France, il y ait l'équivalent de CNN et de Fox News. Fox News ne donne pas du tout les informations de CNN. Un Tucker Carlson, et pourtant c'est un milliardaire, Rupert Murdoch, australien, qui est derrière. Au moins qu'il y ait la contradiction. Le problème, il est vraiment la doxa. C'est-à-dire que quand les 90% des médias sont sur la même ligne, c'est ça le problème. S'il y a au moins des contradictions, au moins vous avez ça. Voir un financement par la population, c'est encore mieux. Je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé par votre auditeur très vite, c'est la question justement des GAFAM et la question de cette pseudo-neutralité et de cet esprit de liberté qu'on avait vanté au moment où Google est arrivé, etc. Je note une chose, j'ai aucune sympathie pour Donald Trump, mais son compte Twitter a été supprimé. En revanche, celui de Zabiullah Mujahid, le porte-parole des talibans, est toujours ouvert et il lui permet de diffuser une information comme par exemple l'imposition de la burqa aux femmes en public en Afghanistan. Donc si vous voulez, la question elle est là, c'est que Trump devait gêner, voilà, il est peut-être impliqué dans le 6 janvier, etc. J'en sais rien, mais on supprime son compte et de l'autre côté on ne supprime pas celui vous arrêter d'une organisation qui est quand même une organisation terroriste. Voilà. On va refaire une émission avec vous, mais là nous arrivons à 14h, c'est l'heure de l'information. Absolument. Et donc, mais on va refaire ça. Absolument, et c'est l'heure surtout de Brigitte Lahaie que vous retrouvez tout de suite. Et nous on se retrouve demain, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h. Excellent après-midi sur Sud Radio.